Philippe Journeau, bonjour. Bonjour. Décrivez-moi, s'il vous plaît, façon carte postale, assez précisément, une vue d'une chambre d'hôtel totalement paradisiaque. Vraiment une vue qui a totalement marqué votre vie. Voilà, comme ça à chaud. C'est évident ou pas? Alors, une vue du chambre d'hôtel qui marque ma vie, pas sûr, Ouais. mais des vues époustouflantes, parce que je suis un grand fan des vues époustouflantes. Ouais. Je dirais le 21e ou 22e étage du Burj Al Arab, Ouais. où tu vois tout Dubaï, ou bien le Hemsley Park Lane à New York, où tu vois tout Central Park. Je ne vais pas parler d'Hôtel Saks, où tu vois vraiment la Tour Eiffel. On va en parler. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Philippe Journeau, fondateur de la compagnie de Phalsbourg, qui vient d'inaugurer, vous venez de le dire, l'hôtel Saks dans l'avenue du même nom, sans E cette fois. L'hôtel n'a pas... Dans le 7e arrondissement de Paris, on va en parler tout de suite et ensuite on parlera de vous. Alors pourquoi avoir gommé ce E, le Saks sans le E? Pourquoi? Pour faire un peu rock Ouais, non mais en fait... On est parti du principe qu'on voulait faire un hôtel 5 étoiles lifestyle, ouais, et qu'il fallait que ça soit chic et cool. Voilà. On donc veut que les gens en se gommant sentent le bien. E, on enlève le chic. Tu vois, t'es avenue de Saks, ça pose, tandis que le Saks SAX, ça faisait d'abord mondial. Ouais. Et on pense au saxophone. Exactement. Et donc, c'est cool. Alors racontez-moi ce projet justement, donc l'hôtel Saks sans E et ses prémices. Ça commence quand? À quel moment est-ce que vous commencez à dessiner ce projet, qui a pris combien de temps d'ailleurs? Ça a pris pas loin de 10 ans. 10 ans, depuis 10 oui, ans. c'est parce qu'on n'a pas été très très bon au démarrage pour les travaux. Ah oui. Mais les prémices, elles sont très sympas. Parce que c'est un appel d'offres. Ouais. Et je suis le seul à demander à monter sur le toit. Ah oui. J'adore les vues. J'ai la chance d'habiter face à une vue extraordinaire dans Paris. Et j'adore les belles vues. Donc je vais toujours dans l'endroit le plus haut possible, ouais, pour voir ce qu'on voit. Et alors? Parce qu'une belle vue, ça t'ouvre l'esprit. Je monte sur le toit, on me dit mais non, faut pas monter parce que c'est une toiture technique. D'ailleurs, il y a les sirènes du 7e arrondissement, il y a des équipements de France Télécom. Je monte sur le toit et je dis au gars, je peux acheter que le toit. Il me fait non, il faut acheter l'immeuble. Je descends l'immeuble, je regarde l'immeuble et je vois qu'il y a les armes de la République française, le RF, qui est gravé 5 fois sur l'immeuble. Et je me suis dit, waouh, ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour vous. Et j'ai fait 4 surenchères pour pouvoir acheter cet immeuble, pour avoir et le toit et les armes de la République française. Et le toit qui avait quoi de particulier, mis à part la vue, évidemment? La vue, elle est stratosphérique. Stratosphérique. Il y a tous les bâtiments qui comptent dans Paris, tous les bâtiments historiques qui comptent dans Paris. Et il y a un deuxième truc qui était très important pour moi, c'est que vous avez la Tour Eiffel de plein pied devant vous. Ouais. Et j'essaye, dans mon métier, de défendre une valeur sur laquelle je lutte, qui est le beau. Ouais. Et je dis à tout le monde, les gens aiment la France parce que c'est beau, les gens aiment Paris parce que c'est beau, il faut faire beau. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, quand on regarde, il y a la Tour Eiffel, il y a tout le Paris du 19e siècle, il y a les Invalides. Et quand on tourne, quand on se retourne, il y a le Paris de la fin du 20e siècle qui est moins beau, on va dire. Qui est différent. Oui, on va dire. Alors vous avez dit mais moins beau, un hôtel qui a été pensé à l'image de son quartier. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on retrouve dans cet hôtel comme singularité, comme clin d'œil à ce quartier du 7e qui n'est pas celui où il y a le plus d'hôtels en réalité. C'est pas celui où il y a beaucoup de palaces, beaucoup de beaux hôtels. Sur cette avenue d'ailleurs, je pense pas qu'il y en ait. Alors il y en a quasiment pas, mais ça arrive. Ouais. En fait, l'hôtellerie s'est beaucoup développée autour de l'Opéra des Champs-Élysées, donc du 8e arrondissement. Là, quasiment tous les palaces sont entre, on va dire, la rue de Rivoli. En fait, le Pont-Neuf maintenant, depuis Cheval-Blanc. Ouais. Et le Shangri-La. Donc sur ce segment, sur la rive droite. Il y a tout, d'accord. Sur la rive gauche, il n'y avait que le Lutetia, qui est devenu mandarin oriental, et pas grand-chose. Mais on a ouvert le Saks, qui est pas palace, qui est 5 étoiles
lifestyle, et on a choisi une marque internationale qui est LXR, 5 étoiles lifestyle, et le lifestyle, on a fait un rooftop avec Kinugawa, un truc absolument canon. Il y a un palace qui arrive sur le boulevard, il y a le Melbourne qui arrive sur le boulevard Saint-Germain, et en fait on voit que la rive gauche est en train de changer. Et on s'inscrit évidemment dans cette lignée de changement. Et vous m'avez pas dit juste les clins d'œil. C'est intéressant, mais les clins d'œil. Alors le 7e, c'est pour moi, c'est chicissime. C'est le quartier le plus riche. C'est la puissance et l'État. Il y a les hommes les plus riches qui vivent dans le 7e. Il y a Matignon qui est dans le 7e. Il y a l'Assemblée nationale qui est dans le 7e. Il y a le Quai d'Orsay qui est dans le 7e. Etc. Il y a beaucoup de ministères qui sont dans le 7e. Et c'est un peu boring. Parce qu'à part le côté bon marché, sincèrement, il n'y a pas grand-chose dans le 7e. Et donc, c'était cette espèce de mix qui est de dire, au fond, eh bien, on va faire lifestyle 7e, on va faire super chic, mais on va mettre le zeste de cool qu'on peut retrouver quand on va au bon marché et qu'on va dans un truc du bon marché avec un petit clin d'œil. Avec une petite expo qui traîne. Exactement. Le zeste de cool, j'aime bien cette expression. Et c'est vraiment ça. Et dans le 7e, il y a des endroits sublimes. Le musée Rodin, c'est sublime. Les Invalides, j'en parle même pas. La Tour Eiffel, j'en parle même pas. Mais en même temps, il y a ce déficit d'image du 7e. Et sur lequel nous on veut justement dire lifestyle 7e, venez découvrir quelque chose de différent. Donc chez nous on peut faire la fête, on peut aller se planquer dans le jardin, on peut aller dans la galerie qui est une espèce de galerie des glaces, donc c'est un endroit à la fois chic et cool. Et sur le rooftop évidemment, vous avez mis le corde à votre arc. Donc j'ai dit vous êtes fondateur de la compagnie de Phalsbourg, mais j'ai pas décrit parce que décrivez-vous d'ailleurs. Vous êtes quoi? Vous êtes un entrepreneur, un philanthrope, un mécène, parce que c'est ce que vous êtes aussi. Donc, est-ce qu'il y a un mot qui vous définit d'ailleurs? Est-ce que si on devait vous demander un intitulé de poste, je suis un développeur qui fait de son mieux. Un développeur qui fait de son mieux. C'est pas très glamour, mais en fait c'est comme ça que je me définirais. Pourquoi est-ce que je suis un développeur qui fait de son mieux? Moi, j'ai commencé à gagner ma vie dans les banlieues. Je pense être le premier à avoir compris qu'il fallait faire quelque chose de bien dans les banlieues. Et qu'il fallait arrêter de maltraiter les banlieues. On a parlé de la France moche, etc. Et nous, on a décidé de faire super beau dans les banlieues. On parle quelle époque, si je peux dire ce terme un peu ça, c'était 2000, début des années 2000. Début des années 2000, on dit il faut changer les entrées de ville parce que c'est le premier visage d'une ville, c'est l'entrée de ville. Et souvent, c'était assez dégueulasse. Et donc, on a fait super beau et ça a cartonné. Par exemple, quels endroits on a fait le game changer du commerce de périphérie à Angers qui s'appelle l'Atoll. L'Atoll, on peut mettre le Stade de France ou le Parc des Princes à l'intérieur de l'Atoll. C'est gigantesque, c'est super beau, les gens sont super fiers et ça cartonne. À Villefontaine, on a créé... Villefontaine, c'est une ville de Rhône-Alpes qui est dans la banlieue de Lyon, qui est une ville nouvelle, donc avec les difficultés des villes nouvelles, on a créé un site qui s'appelle The Village. Il y a 135 magasins, c'est super beau. On a fait un peu Las Vegas là-bas avec des jets d'eau, des shows, etc., etc. Et les gens adorent. Tous les samedis, il y a 25 000 personnes qui viennent à Villefontaine. Et qui viennent de Lyon ou de Grenoble à Villefontaine. Donc c'est très fréquenté parce que les gens... les gens adorent. Et bien justement, vous parlez des centres commerciaux, vous parlez de la France moche, et donc votre pari, c'est qu'un centre commercial n'est pas forcément moche, en réalité. Chez nous, il y a 4 piliers. Il faut une architecture exceptionnelle. Parce que, on pourrait venir rien que pour l'architecture. Les gens viennent parce que c'est bien. Une écologie exceptionnelle. On a été les premiers à investir dans le développement durable. Il y a un running gag dans ma société quand les gens viennent de parler des voitures électriques, etc. On a été les premiers à installer des bornes électriques en 2014 dans un de nos centres. Pendant 2 ans, il y a eu juste la même voiture qui venait parce qu'il y avait une seule voiture dans tout Metz qui était une voiture électrique. Donc on a été très en avance. On a fait de la géothermie place Vendôme dans nos bureaux depuis 14 ans. Donc tout ça, ce sont des choses que l'on porte. Donc il faut une architecture exceptionnelle, une écologie exceptionnelle, un bien-être pour les clients qui soit exceptionnel.
et un digital exceptionnel. C'est nos 4 trucs. J'allais dire justement, voilà, c'était ma prochaine question. Une infrastructure, comment vous assurez qu'une infrastructure soit durable dans tous les sens du terme, c'est-à-dire durable écologiquement et durable en termes de trending, en termes de tendance. Comment être certain de concevoir une infrastructure ambitieuse, c'est-à-dire, vous m'avez dit à Angers, là, on peut contenir le Stade de France, c'est énorme, et que les gens ne se lassent pas au bout de 2 ans. On réinvestit tout le temps. Ah oui. Tout le temps. Là, à Angers, on vient de refaire toute la promenade. Pourquoi ? Parce que depuis 13 ans, il y avait eu 80 millions de personnes qui étaient passées sur la promenade. Donc, quand tu as 80 millions de personnes qui passent, évidemment, ça abîme. Ouais. Ça abîme ça. Il y a l'usage du temps. Ouais. Eh bien, on vient de réinvestir 15 millions d'euros pour refaire toute la promenade, tout replanter, etc. Donc, vous cajolez les... Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Jamais on en repeint jachère. Tout le temps, on refait les toilettes, on refait le lounge, on refait tout ça tout le temps. Okay. Et donc, du coup, les gens voient tout le temps de la nouveauté et ont l'impression que c'est toujours nickel, en fait. Vous êtes aussi, alors vous dites, vous entretenez, vous investissez, vous êtes également mécène, par ailleurs, parce que vous investissez beaucoup avec votre épouse, je crois, dans 1000 causes. Lesquelles, par exemple ? En fait, c'est lié à mon histoire personnelle. Moi, j'ai une sœur qui est non-voyante de naissance. Okay. Ma mère était institutrice, mon père était petit commerçant, et il y avait des dames qui venaient lire des bouquins de droit à ma sœur pour qu'elle puisse faire des études de droit. Ouais. Elle est devenue prof de droit grâce à cela. Et donc, je fais la part des choses entre la philanthropie et le mécénat. Ce sont 2 notions. Le mécénat fait partie de la philanthropie, mais pas l'inverse. La philanthropie, c'est une racine grecque qui est l'amour de l'humanité. Ouais. Et le mécénat, ça vient d'une racine romaine, du Jack Lang de l'époque, qui était le ministre de la culture de l'empereur Auguste, Caius Silius Maecenas. Okay. Donc, l'un protégeait les arts, le mécénat, et l'autre, c'est la philanthropie. Il y a quelqu'un qui pleure, tu passes du temps, tu t'intéresses à la personne, tu fais preuve de philanthropie. Du mécénat, tu vas aider un artiste à se développer, etc., etc. On est moins sur le pathos, sur l'humain. Exactement. Et sur l'accompagnement. Ouais. Et donc, on a créé, donc ça fait pendant des années, on faisait du mécénat, en aidant en particulier beaucoup de causes. Ouais. Les non-voyants, en aidant des causes comme la rénovation de monuments historiques ou de bâtiments qui nous tenaient à cœur. On a offert à l'État une grande partie de la rénovation des façades de l'École nationale des beaux-arts. Ouais. On a participé à l'escalier d'honneur de la Bibliothèque nationale, à la rénovation de l'Arc de Triomphe du Louvre, ou encore à l'Opéra, parce que je suis très impliqué dans l'Opéra depuis des années. D'accord. Ouais. Et à un moment donné, on a eu le besoin de créer, quand vous êtes repéré comme un grand mécène en France, il y a plein de gens qui vous appellent, et on a créé un lieu qui est dédié à l'essor de la philanthropie, où on accueille chaque année 100 associations. Ouais. Dans ces 100 associations, elles payent très très peu, mais il y en a 20 qui sont formées gratuitement sur nos fonds à nous, pour se développer, pour se professionnaliser. Et en gros, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que toutes les causes sont bonnes, et que donner rend meilleur. Et à part politique et religion, on accepte tout type de cause. Donc c'est un lieu fantastique dans le 5e arrondissement. Ça s'appelle le Philanthrolab, c'est ça, qui est magnifique d'ailleurs. Avec une vue extraordinaire de profil sur Notre-Dame. Ouais. On a créé un rooftop là-bas aussi. Vous êtes dans tous les lieux que vous ouvrez, il y a un rooftop, Philippe Journeau ? On essaye. C'est vrai, parce que parfois on peut pas. Non, mais on essaye parce que quand vous avez une jolie vue, ça ouvre l'esprit. Ça aère l'esprit. Et en fait, je pense qu'on grandit un peu. Ce sera le mot de la fin, Philippe Journeau. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes fondateur de la compagnie de Phalsbourg. Je l'ai dit, vous venez d'inaugurer l'hôtel Saxe dans l'avenue du même nom, dans le 7e arrondissement de Paris. Il faut y aller, c'est la plus belle vue de Paris. À très bientôt. À bientôt. À très bientôt.